Bonsoir à tous. Bienvenue dans ces locaux de OnePoint. On remercie pour cet hébergement et on remercie également France DevOps qui s'occupe de la retransmission en live. Et du coup, France DevOps est sponsorisé par Delia, CrowdSec et Intercloud. Du coup, on vous a proposé de ce meet-up de vous faire un retour d'expérience sur la plateforme Kubernetes hybride qu'on monte chez UIRIS depuis maintenant 2 ans et demi. Et j'ai traîné du coup avec moi les 3/4 de l'équipe, donc on a 8 co-speakers ce soir. Au début, on pensait être peut-être les seuls dans la salle, mais on est très content d'avoir plein de monde avec qui partager et échanger sur ce sujet. On va répondre à différentes problématiques. On va partager différentes problématiques qu'on a rencontrées et la manière dont on a essayé de les adresser. Et donc, on a plein de sujets à vous raconter ce soir avec tous nos intervenants. Mais d'abord, on va faire un petit point. On va laisser quelqu'un d'Iris nous expliquer ce qu'est Iris. Merci. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour remettre un petit peu de contexte dans cette équipe et le projet. Donc, Iris, c'est quoi? C'est la DSI du groupement U, donc 4e acteur français de la grande distrie. Ah. OK. Donc, 1700 sites à peu près, donc dont en grande majorité, c'est des magasins franco-français. Quelques magasins dans les dom-tom, mais tous nos magasins sont en France. Et donc 33 entrepôts à gérer. Et donc Iris, la DSI, donc, gère l'ensemble de ces entrepôts, magasins. Le groupement, c'est à peu près 73 000 personnes. Et au niveau de l'informatique, on est 520, sans compter les prestataires. Donc il y a à peu près, on peut pratiquement autant de prestataires que d'internes, situés à Carquefou. Côté Iris, on a une transfo SI en cours et l'équipe qui présente ce soir, là, du coup, c'est une des premières factories liées à cette transformation du SI. Et donc, on est en charge de la containerisation des applications et la mise en place des applis sur le cloud et donc, en l'occurrence, sur GCP. Actuellement, nous avons 99 applications sur GCP, dont 24 en prod. Donc, on est en plein dans le move to cloud. Et donc, au sein de l'équipe, on gère 17 clusters, à la fois on-prem et sur GCP. Et pour faire tout ça, on est à peu près une douzaine. Il y en a 3 nouveaux qui vont nous rejoindre la semaine prochaine. Il y en a un dans la salle. Et voilà. Donc, on s'appelle Kubris pour Kubernetes Iris. On ne va pas chercher très compliqué. On gère donc un certain nombre de briques au niveau de la plateforme. Donc, du Kubernetes on-prem et sur GCP. Ça va vous expliquer tout ça après avec David qui va vous faire des beaux schémas. Piloté par Rancher. On gère également toute la brique de supervision à base d'Alert Manager. Le petit nouveau, c'est Vault. On est en pleine intégration du produit. La particularité, c'est qu'on a une équipe qui fait le lien avec les équipes projet et les utilisateurs directement de la plateforme. Donc, c'est des coachs cloud qui interviennent et donc qui sont en frontal par rapport à nous. Et nous, on est également en frontal par rapport à un tas d'autres équipes au niveau du SI, donc sur le legacy, sur toute la partie F5, VMware, etc., qu'on a besoin de s'interfacer avec le SI. Donc, ça sera un des sujets qui sera présenté. Et également d'autres factories, donc notamment la partie log management, qui gère toute la partie Grafana et ELK notamment, et CI/CD avec Argo CD. Donc, c'est pareil, ça vous sera présenté juste après. Je vais vous laisser la main, du coup, à David. Donc, je vais présenter l'architecture mise en place. Passage de Zapet. L'architecture qu'on a mis en place au niveau de notre interconnexion avec Google Cloud et la manière dont on a implémenté le pattern dit Hub and Spoke que je vais détailler dans le schéma suivant. Donc, on a 2 entités, la partie on-premise, les data centers Iris, et un réseau virtuel cloud, VPC,
de Google, et on a une interconnexion entre notre système d'information on-prem et notre cloud provider via un partenaire qui nous assure une ligne haute dispo et de la redondance. Et l'idée, c'est que ce composant, il a un coût, et on voulait le mutualiser pour nos différents environnements. Mais on voulait également appliquer de la ségrégation réseau au niveau de nos différents réseaux, de nos différents environnements, dev, intégration, recettes. Donc, pour ce faire, on implémente le pattern hub and spoke. On configure au niveau du hub notre interconnexion avec le data center et on en fait profiter nos différents virtual private cloud des différents environnements. Donc là, je me suis arrêté à 2 environnements, on en a 5. Mais l'idée, c'est toujours le même. On va avoir, via le concept de peering, un partage entre le VPC sur lequel est connecté le partenaire interconnect et les différents réseaux qui sont propres à un environnement. Et du coup, on a une ségrégation réseau. On ne peut pas attaquer le VPC de prod à partir du VPC de dev, mais on mutualise le partenaire interconnect et certains éléments de configuration, notamment du DNS. Donc, on a configuré tout ce qui est résolution DNS privé des zones GCP vers les on-prem et inversement. Donc, on a une résolution DNS bidirectionnelle en s'appuyant sur les composants proposés par Google. On met à disposition des VPC partagés. Donc, l'équipe Kubris définit les subnets, les range IP qu'il faut utiliser. Et après, le met à disposition auprès des projets GCP gérés par les équipes projet. Donc nous, on a également notre projet Kubernetes, mais les applications, elles peuvent aussi déployer leur propre projet GCP et profiter de la configuration réseau qu'on leur met à disposition. Donc nous, sur nos projets à nous, on va mettre notre couche Google Kubernetes Engine, nos load balancers, notre WAF Cloud Armor. Et les projets vont, par exemple, provisionner un Cloud SQL dans leur projet. Ça, en prod, mais en dev, on a aussi la même chose avec un partage de réseau par environnement. Donc, on a aussi en charge l'automatisation de tout ça. On fait du Terraform, et donc on maintient cette brique. En complément, notre plateforme Kubernetes est vraiment une plateforme hybride. Donc, on a aussi du Kubernetes on-premise, qu'on installe via un outillage proposé par Rancher qui s'appelle RKE. Et le produit Rancher va nous permettre d'amener une certaine consistance sur la manière dont on accède à nos clusters, qu'ils soient on-premise ou que ce soit le cluster GKE, on aura une manière d'accéder homogène. Iris, ce n'est pas une startup qui part from scratch, il y a un existant, il y a du legacy et il y a des habitudes, des usages, notamment le fait que les batchs soient gérés avec un orchestrateur, celui d'Axway, donc Automator, et on nous a demandé de nous intégrer les batchs Kubernetes dans Automator. Pareil, au niveau de la gestion des alertes, chez Iris, on utilise le produit OBM de Micro Focus. On nous a demandé de renvoyer nos alertes de l'écosystème GCP et Kubernetes vers ce produit-là, pour que les exploitants continuent à suivre une seule console. Donc ça nous a donné quelques petits challenges à relever qui seront détaillés par la suite par mes collègues. Et pour déployer tout ça, on a aussi rajouté la brique Argo CD pour faire nos déploiements. Donc voilà un peu l'architecture présentée rapidement. Et du coup, on va passer la soirée à discuter, à répondre à différentes questions. Comment on fait la MCO du on-prem sans cloud privé? Est-ce que c'est pas trop dur? Rancher, ça sert à quoi? Et pourquoi le remplacer par KubeADM n'est pas un récit priorisé actuellement par le PO? Comment on déploie les applications avec Argo CD? Comment on s'intègre avec l'orchestrateur de batch et avec le gestionnaire d'alerte, Alert Manager. Et le prochain sujet, ça va être lié à GKE, le Kubernetes managé par Google. Ça tourne autour de la question quelles sont les subtilités à connaître autour de ce produit. Hop.
Allô? Oui, bonjour à tous. Donc, on voulait faire un petit zoom sur la mise en place de nos clusters GKE. On voulait identifier un peu les problématiques et les écueils qu'on avait eus lors de la mise en place de ces clusters. Un des premiers points qu'on a identifié, c'est au niveau de l'adressage. On vous conseille de bien prendre le temps de définir vos ranges IP, vos nodes, vos pods, etc. pour essayer de bien faire fonctionner l'autoscaling. En fait, nous, on a défini dans un premier temps des ranges et des nodes IP. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas avoir plus de 8 workers sur nos clusters. Donc, on s'est senti assez rapidement à l'étroit. Et donc, on a dû définir de nouveaux ranges et déployer de nouveaux clusters. Donc, s'il y a un point à faire attention, c'est bien au niveau de la définition de vos ranges, de prendre le temps de bien se poser pour pouvoir anticiper la scalabilité de vos nœuds. Deuxième point, autour de la typologie, GKE propose différents niveaux de service, différents niveaux de management de vos nodes. Donc, il y a un fonctionnement standard avec de l'autoscaling. Dans ce cas-là, c'est vous qui allez définir vos nodes pool, le type de VM que vous voulez utiliser. Et ensuite, c'est GKE qui va prendre le relais et gérer vos nodes et faire de l'autoscaling. Ça, c'est le premier point, on va dire, un niveau un peu standard. Ensuite, il y a une feature qui s'appelle NAP pour Node Auto Provisioning. Donc là, en fait, c'est GKE qui va définir vos node pools, qui va définir quel type de VM est le mieux adapté à vos besoins. Et du coup, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur vos applications, vos requests, vos limites, etc. Et ensuite, le dernier point, c'est le mode autopilote. Et donc là, en fait, vous n'avez plus du tout accès à vos nœuds. Vous définissez juste vos applications, vos requests, vos limites. Et c'est GKE qui gère entièrement vos workers. Donc nous, on est parti sur un fonctionnement assez classique en mode autoscaling. Donc il y a des études et des tests actuellement de notre côté pour essayer de passer sur des modes plus managés, ce qui permettrait d'optimiser la gestion et notamment les coûts d'infrastructure autour de ces solutions-là. Donc on a quelques soucis, on a essayé de travailler sur du NAP, on a quelques soucis notamment avec notre socle technique qui n'est pas forcément compatible avec cette solution-là. Je vais venir tout de suite. Notre socle technique. En fait, on a, quand vous déployez vos clusters GKE, on vous fournit automatiquement une solution de monitoring, une solution de logging. Nous, on avait un besoin d'uniformiser en fait notre stack technique, notre monitoring, notre logging avec notre stack, avec nos clusters on-prem. On voulait faire en sorte que sur nos clusters on-prem ou sur nos clusters GKE, on ait la même manière de monitorer, on ait la même manière de loguer. Du coup, on a dû donc mettre en place du Prometheus, du Alert Manager, du Fluentbit, du Fluentd sur ces nouveaux clusters GKE. Donc, ce n'est pas des features qui sont fournies d'origine dans les clusters, donc on a eu une configuration supplémentaire à faire. On a aussi un point sur le DR, donc on a installé Sentinel-One qui est un soft de détection d'intrusion, donc qui permet de sécuriser et de surveiller le fonctionnement de notre cluster, à la fois au niveau des nodes, mais aussi à la fois au niveau des pods, et qui surveille les tentatives d'intrusion, ce genre de choses. Et ensuite, on a deux éléments de configuration qui sont plus dédiés à GCP. On a une configuration de nos workers containerd, où en gros, on a un besoin d'aller récupérer nos images Docker depuis Artifactory. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on doit configurer à la main via un daemon set au niveau de nos workers. Et un petit point sur les storage classes régionales qui n'étaient pas fournis par défaut au niveau des clusters. Donc, si jamais vous voulez avoir un disque qui soit sur plusieurs régions, vous devez en plus ajouter une storage class particulière. Dernier point sur la mise à jour de nos clusters. GKE propose en fait des channels de mise à jour. Il y en a 3, donc rapide, régulier et stable. En fonction des channels qui est sélectionné au niveau du cluster, la version de Kubernetes va suivre plus ou moins la release la plus récente. Typiquement, sur notre environnement de dev, on est en rapide. Sur notre environnement de recette, on est en régular. Et sur nos environnements de prod et pré-prod, on est en stable. Donc, en fait, ça nous permet, sur nos environnements de dev, d'avoir une version assez récente de Kube, enfin très récente même, la dernière en date, pour pouvoir expérimenter les nouvelles features ou justement regarder s'il y a des API qui ont été dépréciées, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça nous permet de bien anticiper potentiellement de futures régressions sur nos environnements de recettes, de pré-prod ou de prod.
quelques problèmes qu'on a rencontrés. Enfin, c'est plutôt des optimisations qu'on a souhaité apporter. Une fois qu'on a mis en place notre cluster, on s'est rendu compte que ça coûtait un peu cher, notamment autour de la consommation de nos workers hors production. Donc, sur nos environnements de dev et de recettes, on n'a pas forcément le besoin d'avoir des workers qui tournent tout le temps, etc. Donc, on avait un sujet d'optimisation là-dessus et sur l'exposition de nos workloads. Donc, en fait, on souhaite exposer forcément nos applications au public via un load balancer GCP. Donc, ce qu'on a fait dans une première version, c'est que pour chaque application, on déployait un load balancer côté GCP. Donc, si on avait 10 applications, on avait 10 load balancers. Forcément, au bout d'un moment, ça coûte cher. Donc, 2 points qu'on a traités au niveau des workers Kubernetes. On a mis une chaîne en place autour d'un cloud scheduler, de PubSub et de Cloud Function. Donc, c'est des services qui sont managés par Google. Et en fait, on va automatiquement aller scaler le soir nos workers à 0. Donc, de notre pool, on n'aura plus de nœuds sur nos clusters. Et le matin, on les scale à 1. Donc, ça permet de limiter et d'avoir des workers qui sont allumés uniquement sur les heures ouvrées. Et deuxième point, on a utilisé des instances de type préemptible. Donc, c'est des instances qui sont peu chères et qui peuvent par contre être interrompues par Google à tout moment. Donc, on n'avait pas des besoins de haute disponibilité sur nos clusters de dev et de recettes. Donc, on est parti sur ce type d'instance-là. Et ensuite, sur l'exposition des workloads, on a... Ouais, production et je crois qu'en pré-production aussi. On essaie d'avoir pré-production et production en mode ISO pour nos tests, en fait. Mais après, il y a très peu de cas où nos VM préemptibles ont été récupérés par Google pour l'instant. C'est relativement stable. Sur l'exposition des workloads, donc on a installé un ingress controller Nginx, ce qui nous permet de mutualiser l'exposition via un seul load balancer. Donc en gros, ça nous permet plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut bénéficier des fonctionnalités de load balancing de GCP et de sécurisation. On utilise notamment le WAF qui nous permet de sécuriser l'exposition de notre load balancer. Donc ça, on le garde. Deuxième point, au niveau du contrôleur Nginx, on bénéficie forcément de tout ce qui est customisation d'Nginx et de l'exposition via Nginx. Donc on a, on va dire, le meilleur des deux mondes. Et dernier point, encore dans un souci d'uniformisation entre le on-prem et le GCP, on va exposer de la même manière nos applications qui sont sur l'on-prem ou sur GCP. Donc ça, pour nos utilisateurs, pour les développeurs, ils ne se posent pas de la question, je suis sur du GCP, du coup, je dois provisionner mon ingress de telle manière, ou alors si je suis sur du on-prem de telle manière. Donc ça, c'est un des points qu'on a aussi retenu. Je vais passer la main à Vincent pour la partie on-prem. Moi, je vais vous parler du retour d'expérience qu'on a eu sur toute la partie du MCO on-prem. Donc, pour vous expliquer, je pense qu'on est tous dans certaines... Nous, on est dans une grosse entreprise où, en effet, il y a ce qu'on appelle du legacy. Il y a des façons de faire, il y a des systèmes d'exploitation qu'on doit choisir. C'est un petit peu comme avec Henry Ford. On a le droit de choisir la couleur à condition que ce soit noir. Et donc, on a identifié différents points d'intention. Le premier, c'est au niveau de la mise à jour des OS. On s'est aperçu qu'on n'était pas maître de nos systèmes d'exploitation, on n'est pas maître de quand est-ce qu'on va faire les patchs ou des choses comme ça. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec les gens qui finalement vont gérer l'OS et vont gérer tout ce qui est mise à jour et des choses comme ça. Alors, avec le temps, on a réussi à communiquer avec les gens, tout simplement. Et même, de temps en temps, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Oh, là, je suis sur une machine Rancher, t'es sûr, t'es au courant qu'on va faire la mise à jour ?» Ah bon? Donc on se renseigne, voilà. Donc on arrive quand même à communiquer et je pense que c'est quelque chose de très important, avoir ce relationnel humain avec les gens qui sachent que voilà, on est sur du Rancher et on nous appelle. Donc, ce qu'on va faire après, on va drainer les nodes et des choses comme ça, mais on prépare la machine pour faire la mise à jour. Donc, c'est encore des choses qui sont un petit peu manuelles et qui vont être bientôt il va y avoir des mises à jour automatiques qui vont être mises en place par une autre équipe et on va pouvoir en profiter. La deuxième chose, donc c'est en effet, toujours avec cette équipe-là, de gérer la cohérence entre ce qui est supporté par Rancher et les paquets qui sont installés par
qui sont installés par une autre équipe, qui sont sur nos machines en fait. On ne peut pas forcément installer tout et n'importe quoi. Et donc, on essaye de garder cette cohérence-là. Et là, encore une fois, on a un travail en amont pour dire, bah voilà, nous, ce qu'on veut exactement comme paquet, ou quelles sont la liste des préconisations chez Rancher. Et après, on voit avec l'équipe comment on peut faire pour interagir ensemble et pour trouver une bonne solution. Voilà. Après, une des choses qui est assez importante pour nous aussi, c'est qu'on ne veut pas avoir une version de Kubernetes qui est trop différente de chez GCP. Ben, comme vous avez pu le comprendre, côté GKE, les mises à jour se font assez rapidement. Parce que nous, en fait, on ne gère pas l'OS côté GKE. L'OS, il se met à jour, les notes se font drainer automatiquement, etc., etc. Et pouf, on a changé, on est passé en 1.24, comme ça, c'est magique, c'est génial. Et puis nous, on est là, oh, vous êtes déjà là, attends, parce que nous, voilà, on n'a pas forcément les mêmes API en fonction des versions. Donc ça peut poser problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'astreint à faire énormément, c'est d'essayer de garder au maximum 2 versions, grand maximum, voire 3, mais 2-3 versions entre le on-prem et le GKE. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à mon avis, parce que les descripteurs ne sont pas forcément les mêmes. Il faut faire assez attention à ça en fait. Après, là aussi, la gestion des nettoyages des nodes, là pour le coup, c'est nous. Donc c'est ce que je disais auparavant. Quand on va avoir des mises à jour, des choses comme ça, on va faire encore des opérations malheureusement manuelles. Et ça, c'est pas super. Mais on est obligé de gérer tout ce qui est nos nodes et tout ce qui est drain et système prune, etc. pour effacer tout ce qui est cache en Varlib Docker. Là, on le fait encore à la main. Et un gros truc qui va nous arriver dans la figure bientôt, parce qu'on est encore en Red Hat 7, il va y avoir l'arrivée de Red Hat 8 avec la disparition d'IPTables, en théorie, petit bypass qui est prévu. Et là, la gestion du firewall, on va essayer de voir comment faire pour monter de version en Red Hat 8 sans avoir IPTables. Donc ça va être un sujet assez important que le PO va faire un petit ticket là-dessus, une petite Jira. Pour répondre à tous ces points d'intention-là, nous, on a choisi de faire de l'Ansible. Alors, de l'Ansible, on dit un mode Terraform, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul playbook. On a dans nos inventaires, on décrit ce qu'on veut au niveau des différents clusters, la version de RKE, les choses comme ça. Et après, on le lance, et grâce à son idempotence, parce que oui, on fait attention, les playbooks Ansible doivent être absolument idempotents, ça c'est indispensable. Et en fait, on va gérer comme ça nos montées de version et pas mal d'opérations comme ça, on le fait via Ansible. Et à titre informatif, devant, il y a AWX qui permet de faire ça. On ne le fait pas en ligne de commande sur la machine, on a un AWX pour lancer les playbooks Terraform, Ansible. Voilà. Je vais passer la main à Thomas. Merci. Non. Si, voilà. Alors du coup, on vous a dit que nous, on gérait tout ça avec Rancher. Pourquoi on a choisi cet outil-là? Il y a pas mal de raisons. La première, c'était, ils offrent un des premiers outils qui a été créé pour installer des distributions entre guillemets de Kubernetes, donc RKE, Rancher Kubernetes, je sais pas quoi, j'avoue. Et du coup, c'est pour les clusters on-prem, ça nous permet d'installer complètement la stack sans avoir de paquet à installer. En plus, c'est un installeur qui fonctionne. Alors, il y a une partie qu'on utilise en mode binaire à exécuter et toute une autre partie où les clusters sont entièrement managés par Rancher. Et donc, c'est juste des commandes Docker à exécuter sur les nœuds. Donc, à partir du moment où vos nœuds ont Docker, vous les intégrez dans un cluster sans autre opération, sans les référencer nulle part, tout va être automatique. Donc, on a ce mix de RKE installeur et Docker. On a dit qu'on avait 17 clusters à gérer. Alors, on ne les gère pas tous dans un seul rancher. On a essayé de splitter par environnement, donc on en a 4 des ranchers, chacun avec du coup les clusters qui correspondent à l'environnement, que ce soit on-prem ou GCP. Et du coup, ça nous permet d'avoir la même interface, que ce soit on-prem et GCP, d'avoir nos métriques, il y a un certain nombre de métriques qui sont présentes dans l'UI, etc. Justement, c'est le troisième point, l'UI. Niveau adoption, ça facilite grandement. Faire du cube sans UI pour des nouveaux arrivants sur l'outil, c'est compliqué. Pour aller voir ses logs, pour comprendre même la structure des objets Kubernetes, un déploiement, des réplicas, etc. L'UI de Rancher a l'avantage là-dessus de permettre ce drill down un peu des ressources imbriquées dans Cube. L'UI a pas mal changé entre les versions 2.5 et 2.6.
Donc, ce qui était vrai avant l'est peut-être un peu moins maintenant, mais ça reste quand même une UI de très bonne qualité. Il y a aussi une chose importante, c'est que monitoring et logging, il y a des chartes qui sont fournies sur étagère, on va dire. Il y a les grands acteurs Prometheus et Fluentbit, pardon, qui du coup fournissent des chartes préconfigurées. L'avantage d'utiliser celles qui sont fournies par Rancher, c'est qu'elles sont adaptées déjà à des clusters on-prem. Donc ils rajoutent certains paramètres qui sont liés au type d'installation RKE, justement, ce qui fait qu'il y a moins de modifications à faire à la main. La charte est déjà prévue pour ça. Donc on les utilise et en même temps, on s'éloigne de certaines, par exemple, dans le cas de l'Ingress Nginx qui est installé automatiquement par Rancher, on est en train de migrer sur des chartes Helm natives, fournies de manière communautaire plutôt que celles de Rancher, parce que justement on veut cette uniformité entre côté GCP, côté on-prem, et gérer une charte Helm de la même façon et pas avec une config qui est spécifique au on-prem. Le dernier point est certainement le plus important dans le cas d'une utilisation entreprise, c'est la gestion des utilisateurs, l'intégration du coup avec les annuaires. Rancher en gère plusieurs. Aujourd'hui, nous on est sur de l'AD côté système U et donc c'était fourni nativement. Qu'est-ce qu'on en retire? On n'est pas toujours très content de la dernière version. L'UI est plus facile et plus évolutive, étant donné que ce qui distingue les nouvelles versions de Kubernetes, c'est surtout l'apparition de tout ce qui est custom resource définition. Et donc l'UI a évolué dans ce sens-là pour permettre justement de mettre des choses plus génériques et même des ressources custom, on arrive à les voir dans l'UI, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne version. Par contre, on a subi quelques bugs, notamment devoir régénérer tous nos tokens. C'est pas chouette du tout. C'était un peu pénible à faire lors de la migration. Il y a la gestion d'un projet qui est un peu spécifique à Rancher par rapport à des UI pure Kubernetes, qui était très intéressante au début pour dire une application, c'est pas juste un namespace. Enfin, une équipe va gérer plus qu'un namespace, elle va en gérer plusieurs avec plein de workloads dedans, et donc ça nous permet de gérer un package. Aujourd'hui, vu qu'on a industrialisé tout ça avec notamment du Terraform, en fait, on réplique les secrets, etc., dans chaque namespace. Et donc, la notion de projet, elle est moins importante qu'elle n'a été au début. Problème de Rancher, c'est que c'est un SPOF. Tous les appels à l'API Kube que vous faites passent par Rancher. Donc, quand Rancher server est down, il n'y a plus d'accès au Rancher, au serveur. Du coup, ça a deux incidences. C'est lié au point suivant. On-prem, du coup, c'est gênant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de faire des bypass. Donc, on a une VIP spécifique pour les équipes de maintenance qui sont d'astreinte pour pouvoir bypasser et pouvoir quand même inspecter. Parce que Rancher est lui-même déployé sur un serveur Kubernetes. Donc, s'il n'est pas là, on n'accède pas au serveur. Donc, voilà, on a mis ça en place. Et l'autre truc, c'est que c'est Rancher qui nous donne accès au cluster GKE privé. C'est une petite subtilité, mais pour l'instant, les clusters GKE privés, ils sont vraiment privés. C'est-à-dire qu'on n'y accède que quand on est dans le même VPC. Il n'y a pas moyen de le partager, etc. Et là, Rancher nous a sauvés puisque lui, il initie une communication qui vient du cluster vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on peut accéder depuis le on-prem à nos clusters GKE. Sans ça, il aurait fallu systématiquement rebondir sur une machine qui soit dans le même VPC. Et donc, du coup, le SPOF est de la même façon. Voilà. Sauf que côté GKE, c'est moins gênant, étant donné qu'on peut toujours passer par la console GCP pour y accéder et bypasser. Justement, comment déploie-t-on? Merci. Alors, je vais vous parler de GitOps et comment on déploie les applications chez Iris avec cette nouvelle infrastructure. Alors, GitOps, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qu'on a souhaité pousser chez Iris. Dans le cadre de la transfo, en fait, on est une grosse DSI, on est nombreux. Et en fait, on est divisé en deux entités, à la fois des développeurs d'un côté, puis des ops de l'autre. Et donc, on a profité de l'effet d'opportunité de la transfo et de la modification de l'infrastructure pour pousser cette démarche et uniformiser les pratiques entre les devs et les ops. Donc, le GitOps, c'est quoi? C'est d'abord l'IAC. L'IAC au cœur de l'approche, une seule source de vérité, à la fois pour les applications, mais également aussi pour l'infrastructure et puis la configuration. C'est appliquer des bonnes pratiques de dev pour les ops. Donc aujourd'hui, les ops peuvent potentiellement accéder aux infrastructures, faire des modifications. On redémarre les serveurs, les modifications peuvent être perdues parce qu'elles s'envolent.
parce qu'on n'a pas bien tracé les modifications qui ont été effectuées. Donc on a vraiment voulu s'inscrire dans cette démarche de traçabilité et également de qualité, puisqu'on fait relire les PR au niveau des modifications des infrastructures. Donc ça amène de la qualité sur les déploiements d'infrastructures. Et des infrastructures qui sont créées via des pipelines. Alors chez nous, c'est Jenkins, je vais en parler un peu plus tard. On souhaite mettre à disposition, on va dire, un outil qui permet de créer des infrastructures. Et c'est vraiment ça qui est au centre du GitOps par rapport au DevOps. C'est l'approche qui est orientée vers les outils, plutôt que d'être par les interactions entre les collaborateurs et la collaboration entre eux. Les avantages de tout ça, c'est la gestion des infrastructures au sein d'une même équipe, puisqu'on est dans le cadre d'une transformation du SI, on transforme aussi les organisations, c'est-à-dire qu'on passe de 2 silos à plusieurs factories et des équipes plutôt orientées métier. On va plus vite, puisque on a des outils. Par rapport à un humain qui va déployer une infrastructure ou qui va déployer une application, ça va beaucoup plus vite que d'attendre 15 jours pour que le ticket soit traité. Et on s'adapte au niveau du code. Au niveau du code de nos infrastructures, on peut modifier facilement et pousser le code. Alors pour étoffer cette approche GitOps, l'outil qu'on a choisi, c'est Argo CD. Alors il y avait deux choix, il y avait soit Argo CD, soit Flux qui sont proposés. Argo CD, c'est notre outil qu'on a choisi, il fait du déploiement continu dans les clusters Kubernetes. Donc c'est-à-dire il prend les descripteurs de déploiement, il pousse de manière automatique dans les clusters. Pardon ? Il est open source. Il supporte Customize et Helm. Donc ça, c'est plutôt là-dessus qu'on s'est... Alors nous, on s'est basé plutôt sur l'approche Customize, qui permet d'implémenter le pattern App of Apps, donc d'avoir des grappes d'applications qui sont rattachées à des équipes. Et il gère également du Helm, donc c'est plutôt pratique quand on veut déployer par exemple un AWX, ça embarque toute la grappe descriptive de l'application. Il supporte le SSO, il est multi-tenant pour les sources d'authentification et il supporte le airbag. Il est multi-cluster et ça c'est plutôt pratique parce qu'on a un seul Argo CD. Alors c'est également un SPOF comme Rancher. Mais il est comment dire, haute disponibilité. Donc si un des pods tombe, ça redémarre automatiquement et rapidement. Il permet de gérer à la fois des clusters qui sont on-prem et des clusters qui sont sur GCP ou d'autres providers, par exemple Azure. Il fait de la scrutation des clusters pour appliquer la source de vérité. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, en termes de sécurité, si jamais vous avez un attaquant qui arrive à rentrer sur vos clusters, qui commence à injecter des objets, en fait, Argo CD, il repasse toutes les 3 minutes et il écrase ce qui a été fait. Voilà. Donc, comme ça, c'est plutôt simple en termes de sécurité. Il s'interface facilement avec Prometheus et OpenTelemetry depuis la version 2.4, donc ce qui permet de supporter APM. Donc là, vous allez pouvoir brancher APM sur votre Argo CD, donc vous allez avoir le suivi de la performance en temps réel. Il y a la possibilité d'implémenter des workflows et des hooks. Notamment, nous, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'une fois qu'un déploiement applicatif c'est passé, on vient rappeler notre Jenkins pour prévenir que le déploiement d'une application dans le cadre d'un pipeline, il est terminé, donc on vient compléter la dernière petite case du déploiement en vert. Voilà. L'interface graphique, elle est simple et intuitive. C'est un gros aspect, un gros point positif d'Argo CD. C'est que l'interface, elle est plutôt simple à utiliser. Avec la possibilité de gérer les droits, du coup, on peut limiter les accès. Et en fait, chaque gestionnaire d'intégration ou chaque développeur ne voit que ces applications de manière graphique. Alors, comment ça marche chez nous, le flux de déploiement vers Kubernetes? Alors, je vais distinguer à la fois on-prem et GCP. Premièrement, on a une application qui est construite via Jenkins avec de la scrutation basique. On va chercher les sources, on construit. Une fois qu'on a construit l'applicatif, on construit l'image qui va avec. Et on pousse ça sur JFrog Artifactory, qui est notre gestionnaire d'artefacts. À côté, on a un deuxième dépôt pour l'application qui contient les descripteurs de déploiement. Donc, il va dire mon application, elle est déployée sur 2 pods, elle a une ingress, voilà, elle a des secrets, elle a des network policy.
Voilà. Donc ça, c'est sur un dépôt indépendant de la source de l'application. Et le développeur ou le gestionnaire d'intégration va pousser une modification de l'infrastructure Kubernetes sur le dépôt GitHub. À ce moment-là, GitHub, il va pousser via un webhook, il va pousser sur Argo CD qui est une modification. Argo CD va automatiquement aller scruter la source de données et il va injecter dans les différents clusters, il va injecter la modification de l'infrastructure. Les clusters, bien évidemment, ils vont chercher les images applicatives sur notre dépôt d'artefacts. Quand un développeur fait une mise à jour de l'application dans les sources, Jenkins reconstruit l'image et il prévient également au niveau des descripteurs de déploiement, il va mettre à jour la version. Et donc à ce moment-là, on réenclenche la totalité du process en bas. Sur la partie GCP, on a exactement la même chose, le même principe. C'est juste qu'on a un dépôt en plus qui va permettre de terraformer les ressources, notamment si votre application elle a une base de données, un Cloud SQL ou un Firebase, ce genre de choses. À ce moment-là, il y a un dépôt en plus qui permet de créer toute l'infrastructure qui est côté GCP. Donc là, c'est une scrutation qui est effectuée, et puis c'est Jenkins qui va qui va pousser du Terraform pour modifier l'infrastructure côté GCP. Voilà, donc on est vraiment sur une approche 100% GitOps avec 3 dépôts qui permettent de décrire la totalité de l'infrastructure de l'application. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la main à Florian. On vient de voir comment, face à un nouveau besoin, on a pu moderniser nos pratiques avec le GitOps et on a pu aussi moderniser l'outillage pour supporter ces pratiques avec Argo CD. Donc ça, c'est un petit peu le meilleur des scénarios où on peut partir d'une page vierge et vraiment moderniser tout notre écosystème. Dans la réalité, on doit aussi s'intégrer à un écosystème existant qui, lui, tire tout un historique de pratiques existantes et d'outils existants. Donc, c'était le cas chez nous sur la gestion des batchs. Donc, même si on était venu containeriser nos applications et leurs batchs associés, on devait continuer de s'intégrer à notre ordonnanceur de référence, donc comme on le disait au début, Axo Automator. Et donc, c'était bien à cet ordonnanceur d'assurer la partie planification et la partie orchestration de batch. Le problème de cet ordonnanceur, c'est que lui, il ne savait pas s'intégrer avec Kubernetes. Donc là, on était un petit peu bloqué. Donc, notre réponse à cette problématique, c'était de développer une intégration custom. Donc pour ça, on voulait continuer d'investir autour du modèle GitOps. Notre démarche, c'était de permettre aux projets, en même temps qu'ils déployaient leurs applications, de pouvoir aussi exprimer quel job ils souhaitaient instancier à un instant T via notre ordonnanceur. Donc nativement, Kubernetes nous offre 2 types de ressources pour répondre à ce besoin de gestion des batchs. Donc on avait les cron jobs d'un côté, mais eux, ils n'allaient pas nous intéresser puisque nous, la partie planification était bien déléguée à notre ordonnanceur. Donc ça nous laissait d'un autre côté avec les jobs Kubernetes. Sauf que leur problématique dans notre situation, c'est que lorsqu'on les déploie, en l'occurrence ici via Argo CD, ils s'exécutent. Donc face à ces 2 problématiques, fondamentalement, on était face au besoin d'implémenter l'idée d'une template, donc une template d'un job qu'on pourrait instancier à la volée via notre ordonnanceur. Et l'idée de cette template, c'était qu'on allait ensuite la gérer avec Argo CD en même temps qu'on déployait nos applications. Donc cette template en question, on l'a créée au travers d'une CRD qu'on a créée à l'occasion, donc une CRD qu'on a appelée Automator Job. L'idée de cette CRD, c'est de porter les specs d'un job qu'on souhaiterait obtenir à un instant T sur notre plateforme. Donc là, on peut le voir ici. Tout ce qu'on va trouver dans le cœur de cette ressource, c'est vraiment les mêmes propriétés qu'un job Kubernetes standard. Cette template allait nous permettre ensuite, via son nom unique à chaque namespace, de l'instancier à notre besoin au travers de notre ordonnanceur. Donc, concrètement, pour venir manipuler cette template que nos différentes équipes allaient déployer en même temps que leurs applications, il nous manquait une brique d'intelligence. Et donc cette première brique qui répondait à ce besoin, c'était une API qu'on a développée en Python. Cette API, on la déploie dans l'ensemble de nos clusters Kubernetes. Et lorsqu'en entrée, on lui donne une référence à cette template qu'on a pu voir juste avant, elle vient extraire les propriétés d'un job Kubernetes qu'on portait justement dans la template. Elle l'instancie.
Et ensuite, elle propose un moyen de récupérer les logs de ce job une fois que ce dernier sera terminé. Donc en l'état, cette API nous permet déjà de s'affranchir d'une barrière d'authentification vis-à-vis de notre API Kubernetes. On aurait pu passer via un script, par exemple, et via des kubectl pour vouloir faire l'authentification. Nous, on a vraiment voulu passer ici via une API déployée dans les clusters et bénéficier des service accounts pour la partie authentification. En l'état, toute cette API, on a une phase d'orchestration qui est déportée à une seconde brique. Donc cette fois, c'est une CLI développée en Python. L'idée de cette CLI, c'est d'orchestrer vraiment toutes ces différentes actions qu'on a vues juste avant, avec la partie instantiation du job, la partie attente que le job se termine et la partie récupération des logs. Donc cette CLI en Python, on la déploie sur les serveurs RKE que nous utilisons pour bootstrapper notre infrastructure. Ça permet, pour terminer, ça permet à notre ordonnanceur de venir utiliser cette CLI lorsqu'on lui donne en paramètre les bons attributs, la référence à notre template. On se retrouve ainsi avec notre chaîne qui est satisfaite avec, pour terminer, la récupération des logs. Concrètement, ce que vont manipuler nos différentes équipes, c'est un utilitaire qui aura ce formalisme-là. On va pouvoir spécifier l'un de nos clusters Kubernetes, un namespace qui va porter l'une de nos templates. Et pour terminer, on pourra passer un load variable d'environnement selon le contexte d'exécution. Pour terminer, on va récupérer les logs de notre job, comme j'expliquais. Et donc vraiment ici, on s'intéresse au principal qui était la récupération de ces logs. Donc ce sujet sur la gestion des batchs, c'était l'un des sujets où on devait s'intégrer à un écosystème existant. On a effectué le même exercice sur la gestion de nos alertes et je vais laisser la main à Antoine et Damien pour nous en parler. Alors du coup, comme l'a évoqué David en introduction, on a un outil historique chez Iris pour la centralisation des alertes qui s'appelle OBM. Et donc du coup, nous, on avait une problématique où on devait du coup envoyer nos alertes, donc que ce soit GCP ou nos clusters on-prem, vers cet outil. Donc pour ça, on a juste fait un petit peu de dev custom en Python. Donc côté Google Cloud, on a été développer une Cloud Function qui fait une transformation de données du format qui est reçu par PubSub vers c'est du format XML qui est attendu par OBM. Et sur le on-prem, on a fait sensiblement la même chose, donc stack Python, microservices déployés sur chaque cluster. Et on a fait aussi un enrichissement des données. Donc on vient rajouter le nom de l'application, donc ça permet de router plus facilement vers les équipes incriminées les différentes alertes. Et donc du coup, cet outil OBM, les alertes sont gérées par une équipe dédiée. Et cette équipe se charge de router vers les différentes équipes les différentes alertes. Et dans certains cas, on a vu qu'on avait un petit peu de latence entre la date réelle de l'alerte et le moment où on était alerté par l'équipe de téléexploitation. Donc du coup, pas du tout dans l'optique de bypasser l'équipe de téléexploitation, mais vraiment dans l'optique de gagner en efficacité. On a décidé d'améliorer un petit peu le système et de créer un salon Google Chat partagé par toute l'équipe. Et de venir envoyer en parallèle, donc toutes les alertes envoyées sur OBM sont envoyées en parallèle dans un salon Google Chat, et comme ça l'équipe peut un petit peu en avance de phase commencer à faire les analyses sur les différentes alertes. Je vais maintenant laisser la place à Antoine qui va parler de comment on fait pour vérifier la supervision. Oui. Donc, dans tout ce que Damien a présenté juste avant, on a donc des applications de monitoring comme Prometheus, Alert Manager, et donc des applications qu'on a écrites en Python. Et la question, c'est comment on fait pour savoir que ces applications fonctionnent. Oui. Parce que c'est pas le même besoin. Ouais. Ouais, on pourra... Grafana aussi.
On pourra poser des questions à la fin, peut-être. Ouais, s'il vous plaît, merci. Donc, on a des applications qui tournent et des applications de monitoring, et on veut savoir si elles fonctionnent ou pas. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand nos applications de monitoring ne fonctionnent plus? Pour ça, on va avoir donc une architecture de cluster Kubernetes classique, avec des applications qui tournent dans le cluster, un ingress qui va pouvoir les exposer, et des gens qui arrivent pour regarder notre application. Et qu'est-ce qu'on a fait comme solution de monitoring du monitoring? C'est la création d'une autre application en Python qui va en gros faire des checks à l'intérieur du cluster et qui va aussi être exposée par le même ingress. Donc ça permet de tester le bon fonctionnement d'un cluster depuis l'intérieur. Et une fois qu'on a mis une application comme ça, on a mis ensuite 2 sondes. Une sonde qui va vérifier directement l'ingress. Et donc, comme ça, on peut savoir si les autres applications qui sont hébergées à côté fonctionnent, puisque si par exemple l'ingress tombe, notre application test ne fonctionnera plus non plus. Et on pourra ainsi détecter que quelque chose ne fonctionne plus. Et après, on a une deuxième sonde qui va vérifier directement l'état de l'application à l'intérieur du cluster. Et cette application, elle vérifie différents points de santé du cluster. Et voilà, donc cette application, en gros, on va lui donner en entrée un fichier YAML avec les différentes vérifications qu'on veut faire. Donc là, on a mis vérifier les composants du cœur de Kubernetes. On a fait une vérification sur l'état des nœuds, et on a aussi fait une ressource qu'on appelle pod counter, et qui, comme son nom l'indique, va compter les pods dans un namespace. Ça permet de vérifier, par exemple, qu'on a au moins un réplica, enfin un pod Prometheus qui tourne, puisque là, dans l'exemple, si on est à 0, on va déclencher une alerte. Ce fichier d'entrée, c'est la configuration donc, de l'application Python, qui est juste en dessous. Et en sortie, elle va nous produire un beau fichier JSON comme ça, qui va nous dire pour chaque sonde si elle est fonctionnelle ou pas. Si elle n'est pas fonctionnelle, elle va nous dire pourquoi. Mais bon, là, j'ai fait une capture d'écran au moment où tout fonctionnait, donc ça marche bien. Et on a aussi un état global tout en haut qui vérifie, en fait, qui agrège le statut de toutes les autres sondes pour savoir si, pour avoir un seul point d'entrée en fait pour notre sonde dont je vous parlais juste avant. Et après, tout à l'heure, Damien vous a parlé de la mise en place d'un espace Google Chat. On s'est dit, quitte à avoir un espace Google Chat, autant envoyer plusieurs types de notifications dedans. Donc, on a un premier type d'information qui va être donc, la page de statut de Google Cloud. Et en fait, il y a un fichier JSON. On peut récupérer les incidents de Google Cloud au format JSON. Et on a donc une Cloud Function qui est déployée dans Google Cloud, et qui va périodiquement récupérer le contenu de la page de statut de Google Cloud. Et si elle détecte un incident, elle va envoyer un message dans Google Chat. Donc là, vous avez un exemple d'un message d'une alerte qui est résolue. Et ça, c'est donc une première application. Et comme jamais 203, on a aussi des notifications de Google Kubernetes Engine, qui va, en fait, c'est une option qu'on peut activer au niveau du cluster GKE, et ça permet d'avoir des notifications qui sont envoyées par Google dans un PubSub, et donc des types de notifications, c'est par exemple si un node pool va être mis à jour, si un node pool a été mis à jour, et on a aussi des notifications sur la sécurité. Si par exemple il y a une CVE qui est détectée dans le cluster, ça va pouvoir nous envoyer une notification, et on va pouvoir agir pour corriger la CVE. Et donc là, on a un exemple d'alerte quand c'est une alerte de CVE. Et maintenant, David va vous parler un petit peu plus de la partie sécurité. Merci. Alors, la sécurité est l'affaire de tous, et on essaye de faire du security by design. Mais on se rend compte des fois que quand on met en place on implémente une exigence de sécurité, on va contraindre nos utilisateurs et on va leur amener ce qui peut être perçu par eux comme des freins ou comme des bâtons dans les roues. C'est pas pour autant qu'il faut pas faire de sécurité, mais essayer d'anticiper au maximum
les impacts pour les utilisateurs de ce qu'on va mettre en place au niveau de la sécurisation. La sécurisation sur la mise en œuvre d'une plateforme Kubernetes, c'est quelque chose qui va vous occuper pas mal. On travaille en étroite collaboration du coup avec un expert cyber côté Iris qui suit spécifiquement ce projet. Et c'est un de mes clients qui m'alimente le plus le backlog, puisque ces derniers mois, je jouais le rôle de product owner sur l'équipe après avoir été plus architecte et tech. Pour en revenir à un petit exemple des impacts quand on fait des choix pour de la sécurisation. Donc, je vous ai expliqué brièvement en introduction l'architecture mise en place et le fait d'avoir mis du hub and spoke pour à la fois mutualiser notre partenaire interconnect, mais faire de la ségrégation réseau, faire que le VPC de prod soit séparé du VPC de dev. Donc ça, c'est notre existant. Là-dessus, se rajoute une deuxième exigence de la SSI, c'est de faire en sorte que les services managés que l'on utilise sur la plateforme Google n'aient pas d'adresse IP publique. Ça concerne nos clusters GKE, nos Kubernetes managés. Ça concerne également les cloud SQL provisionnés par nos utilisateurs de la plateforme. Donc, on a ici une IP privée pour interagir avec Google, avec Cloud SQL, pour accéder aux données de la base de données. Et là, une IP privée qui permet de dialoguer avec l'API GKE. Donc, c'est ce qui va nous permettre, nous, de déclencher des déploiements ou ce genre de choses. Donc, l'objectif de la sécurité, c'est de dire qu'un utilisateur externe ne puisse pas accéder et scanner nos IP pour faire de l'exfiltration de données. Donc, OK, on a mis ça en place. Et pour mettre ça en place, c'est des options à cocher quand on déploie un cluster GKE. On dit je le veux en mode privé, donc il n'aura pas d'IP public. Et pareil, c'est une option Cloud SQL. Donc en temps de déploiement, se protéger, ça, c'est une case à cocher. Donc c'est du Terraform, c'est une ligne de code pour activer une option. Ce qui est très spécifique, c'est que du fait qu'on soit implémenté avec du hub and spoke, on a déjà un peering entre nos VPC de prod et le hub. Or, quand on active un Cloud SQL en mode privé ou un GKE en mode privé, au niveau implémentation, Google va venir vous créer un peering masqué, technique, entre l'API serveur de votre GKE ou entre votre Cloud SQL. Donc, on a déjà ici un peering qui fait que quand on est dans ce VPC de prod, on voit le Cloud SQL, il n'y a pas de souci. On peut dialoguer avec l'API. La problématique, c'est que comme on a notre hub and spoke, on a déjà un VPC peering entre le projet qui sert d'arrivée de la landing zone du partenaire interconnect. Et il y a une règle lorsqu'on relie, qu'on fait du peering entre deux VPC, il n'y a pas de transitivité. Donc ici, on se retrouve avec notre VPC de prod qui est peeré avec un VPC technique, par exemple celui de GKE. Mais comme il n'y a pas de transitivité entre les VPC, quand on est sur ce réseau-là, on n'a ni accès à l'API serveur de GKE, ni accès à nos données Cloud SQL. Et du coup, vu que d'ici, on n'a déjà pas accès à ces données qui sont là, et encore moins quand on est sur le poste de développeur. Donc, on était content, on propose du Cloud SQL à nos utilisateurs de la plateforme, mais il est accessible que de composants qui tournent déjà sur ce VPC. Donc, ça posait quelques soucis. Donc, c'est ce que présentait Thomas. Rancher Server nous sauve sur l'accès à l'API serveur de GKE, puisque l'intégration d'un cluster existant à Rancher, c'est le cluster qui dialogue. Et du coup, le flux dans ce sens-là, il marche bien en fait. C'est juste qu'on ne peut pas accéder dans l'autre sens. C'est assez spécifique. C'est la conjonction du pattern hub and spoke et des services privés. C'est quelque chose de connu par Google.
Le cloud, ça évolue très vite. Ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, peut-être que dans 6 mois, ils auront ajusté des choses pour régler cette problématique qui est spécifique du coup à la conjonction de 2 choix de sécurité. Donc voilà, l'impact, c'est il est tellement privé que même nous, on n'y accède plus depuis le on-prem. C'est un peu trop privé. Pour l'accès à GKE, on a notre rancher qui nous sauve la mise. Et pour Cloud SQL, on a mis en place 2 solutions. J'ai un schéma qui vient juste après. Un PG admin déployé sur GKE et le déploiement d'une VM Cloud SQL Proxy. Je vous explique ça sur le schéma qui arrive. Ici, je vous ai dit qu'il y avait quand on est dans le VPC concerné, on voit très bien la base de données, donc on n'a aucun souci d'accès. Donc on a créé une VM sur laquelle on a déployé un utilitaire fourni par Google Cloud qui s'appelle Cloud SQL Proxy. Et du coup, sur cette VM, on va venir exposer un port qui fait passe-plat vers le service privé de Cloud SQL. Et cette VM-là, vu que c'est une VM classique, il n'y a pas de peering derrière, du coup, elle est bien accessible de l'extérieur. Donc, c'est la petite astuce. Et l'autre point, c'est les gens ça oblige sur le poste de dev d'avoir un G-Cloud pour se connecter à distance. Ça oblige du coup à installer un binaire, ce n'est pas forcément très user-friendly. Donc, pour les personnes qui avaient juste besoin d'accéder à des données, on leur a déployé un PG admin, donc une interface d'administration Postgre en mode web, qui est déployé sur le cluster GKE qui se trouve dans le même environnement. Donc lui aussi, il n'a pas de problème d'accès parce qu'il est déjà au bon endroit. Et avec ces 2 astuces cumulées, on arrive à offrir le service attendu par nos clients tout en respectant les exigences de sécurité qui sont assez évidentes. Avoir une base de données avec une IP publique, c'est un peu trop dangereux quand même. Donc voilà sur ce premier exemple d'impact d'implémentation d'exigences de sécurité. Un autre élément sur lequel je voulais faire un focus ce soir, c'est une exigence qui vise à amener de la ségrégation réseau dans Kubernetes pour couvrir plusieurs risques. L'intrusion d'un attaquant via une vulnérabilité ou la propagation sur le SI. S'il y a un conteneur qui se fait hacker, si de ce conteneur-là, on peut ressortir et rebondir et puis essayer d'aller propager les virus ou autres sur tout le SI, va pouvoir bloquer avec du coup des règles firewall qui seraient internes à Kubernetes. Donc la solution proposée nativement par Kubernetes, c'est la mise en place de Network Policy. Donc ça vient implémenter des règles firewall de manière interne à votre cluster Kubernetes. Et ça va nous permettre du coup d'appliquer le Zero Trust Network. On ne se fait pas confiance, contrairement à une infra classique où on a mis notre firewall. Quand on est à l'intérieur, on se fait confiance, et puis à l'extérieur, on ne fait pas confiance. Voilà, entre les conteneurs, on a appliqué le fait qu'on bloque les flux entrants et les flux sortants. On a laissé quelques flux techniques passer, notamment la résolution DNS, ce genre de choses, mais ça a quand même pas mal impacté les équipes. Dorénavant, il fallait tracer tous les flux entrants et sortants. Ce n'est pas une mauvaise chose de se forcer à savoir mon appli, elle appelle qui et qui m'appelle. La subtilité, c'est qu'une network policy, elle ne gère pas les résolutions DNS. On ne peut pas lui faire de règles qui prend un DNS. Donc, quand vous appelez une API d'un partenaire, ce n'est pas son petit nom user-friendly du DNS qu'il faut avoir, c'est les IP qui sont derrière. Donc, si lui, il en a plusieurs et s'il en rajoute dans le temps, ça pose quand même des petits soucis d'utiliser les network policy natives à Kubernetes. Les solutions qui ont été mises en place donc, pour faciliter l'adoption de la mise en place de cette ségrégation réseau, c'est de créer un format pivot custom qui va permettre au projet de déclarer ces règles firewall internes Kubernetes dans un formalisme qu'on a défini nous et qui notamment prend en charge la résolution DNS. Et on a une moulinette qui, à partir de ce format pivot,
va créer des objets Kubernetes Network Policy qui vont être appliqués et enforcés par la plateforme. On déploie tout ça en mode GitOps. Et pour éviter le SPOF du on attend la validation SSI de l'ouverture de flux. Oui. Pardon? Il n'y a pas de... Ah, derrière, c'est du Jenkins qui lance ce code qui va transformer un format qu'on a inventé nous pour générer un format Network Policy attendu par Kubernetes, quoi. Donc c'est un petit traitement. Ce coup-ci, ils m'ont pas fait du Python, je crois. Non, ils n'ont pas fait du Python. Depuis, ils m'ont tout fait reworker en Python. J'ai créé plein de récits de rework Python. Voilà. Donc, on déploie tout ça en mode GitOps. Donc oui, pour revenir au SPOF du responsable sécurité qui n'arrive pas à suivre les demandes d'ouverture de flux, on a amené de la délégation aux équipes. Et là, on se dit, ah oui, mais si on met en place des règles de firewall qu'on impose aux équipes, mais on délègue, donc comme ça, ils peuvent se les créer eux-mêmes. Bah, rapidement, ils peuvent créer une network policy qui couvre 0.0.0, enfin tout ouvrir, ou faire du croisement sur, tiens, je fais une appli en dev qui va essayer de récupérer des données de prod, donc ça cloche. Et du coup, pour atténuer cette problématique, on a mis en place de l'automatisation, on met en place de l'automatisation de contrôle avec Open Policy Agent, OPA, qui va pouvoir permettre d'automatiser certains contrôles, notamment les croisements de flux. Non, une appli de dev, elle ne peut pas attaquer de la prod sans une raison valable et du coup une dérogation. Donc ça nous permet de trouver un compromis entre rapidité pour les projets et contrôle au niveau SSI. Et du coup, je vais laisser la main à Florian qui va vous détailler l'implémentation avec OPA. Yes. David le disait juste avant, l'idée c'était de ne pas mettre à nos équipes de continuer d'avancer vite, d'être autonomes aussi. Mais nous, de notre côté, en tant qu'équipe plateforme, il faut garantir la bonne configuration et la sécurité de nos infras. On s'est donc tourné sur un chantier de test de conformité automatique. Et pour ça, on s'est d'abord posé la question où est-ce qu'on allait appliquer notre contrôle. Concrètement, on va avoir 4 grandes étapes de notre cycle de gestion de nos infras. Ce qu'on avait plutôt tendance à faire dans nos infra legacy, c'est plus faire le contrôle une fois que l'infra était réellement déployé. Donc là, on était plus sur des audits, donc des audits a posteriori. Ce que nous a offert maintenant l'infra as code, c'est une ouverture vers le modèle Shift Left Security, où on va maintenant réaliser le contrôle au plus tôt de notre cycle de développement. Donc ça nous ouvre derrière 3 grandes autres opportunités. La première autour d'un accompagnement des développeurs lorsqu'ils créent leurs infras, donc lorsqu'ils produisent leur code Terraform ou qu'ils complètent leur manifeste Kubernetes. De notre côté, ça ne nous plaisait pas trop puisque déjà les usages de chacun des développeurs allaient différer. Donc ça nous laissait comme choix technique des extensions sur les éditeurs de code, mais à nouveau, ça change d'un utilisateur à l'autre. On avait les hooks Git, mais c'est pareil, on n'allait pas avoir la certitude que nos contrôles allaient être réellement appliqués. Vers quoi nous nous sommes tournés, du coup, c'est la phase de distribution. L'idée, c'était qu'avant que notre infra devienne la source de vérité dans nos repos Git, on allait s'assurer qu'elle était réellement conforme. Et donc pour ça, l'idée, c'était qu'on s'intègre à nos pipelines CI/CD. Donc en interne, on utilise Jenkins. Et donc c'était vraiment de porter ici le contrôle à cette étape-ci. Une évolution qu'on aurait pu envisager, c'était d'appliquer le contrôle lors de l'admission de nos ressources, donc directement s'intégrer sur nos plateformes. Donc côté Kubernetes, on a le concept d'admission controller qui nous permet de répondre à ce besoin. Côté cloud, il faut être un petit peu plus inventif et éplucher le marché pour identifier des outils qui vont nous permettre d'appliquer ce contrôle et cette admission conditionnelle à la volée. Pour rebondir sur le sujet qu'on disait avant autour du contrôle de nos network policy, on a vraiment amorcé le sujet Open Policy Agent chez nous au travers de ce besoin-là. Et du coup, pour réintroduire Open Policy Agent, l'idée c'était de voir que derrière ces différents cas d'usage, on se retrouve face au même contexte. On va avoir en entrée une représentation de notre infrastructure.
on va avoir d'un autre côté un lot de règles et de politiques qu'on va souhaiter appliquer sur ces infras. Et donc, ce qui va nous manquer, c'est la partie logique, qui va nous permettre de déterminer si la représentation de notre infrastructure est conforme ou non. Donc, la réponse à ce besoin d'avoir ce moteur de logique, c'est un projet qui s'est assez démocratisé les dernières années, c'est Open Policy Agent, donc on en parlait réellement. Concrètement, c'est un moteur de décision qui va se décliner sous deux façons techniques, soit en tant que démon, soit en tant que librairie qu'on va pouvoir réutiliser derrière dans nos applications ou dans nos outils. L'une de ces implémentations techniques, c'est l'outil qui nous a introduit à Open Policy Agent, c'est l'outil Conftest. Alors Conftest, c'est une CLI en entrée pour répondre à notre besoin de contrôle de nos networks policiers. Elle allait ingérer du coup nos manifestes Kubernetes. Elle allait d'autre part ingérer un lot de règles, donc en l'occurrence une règle développée en Rego, donc c'est ce que gère le projet Open Policy Agent. Donc cet outil allait nous permettre d'appliquer le contrôle en mode analyse statique, nous dans notre cas, dans la phase de distribution, c'est-à-dire dans notre chaîne CI/CD. Lors de notre implémentation de l'outil, on a soulevé pas mal de limitations, notamment sur la gestion des exceptions. En l'occurrence, si pour une raison légitime, un projet ne devait pas être impacté par notre règle, qui était de tester si on faisait du franchissement de zone, donc par exemple, si depuis la dev, j'essayais de joindre de la prod, si pour une raison légitime, le projet ne devait pas être impacté par cette règle, bah là, en l'occurrence, Conftest n'allait pas nous offrir cette fonctionnalité. Donc ça vient ensuite avec un second défaut, c'est que bien que Conftest puisse gérer n'importe quel fichier de configuration structurée, du JSON, du TOML, du YAML, bref. En l'état, il ne comprend pas réellement ce qu'il analyse, et dans notre cas à nous, il ne comprend pas qu'il analyse des ressources d'infra as code. Donc justement, bah, puisqu'il ne comprend pas, il ne peut pas en conséquence appliquer des exceptions là-dessus. Donc face à ces deux nouveaux besoins, on s'est dirigé vers un nouvel outil, l'outil Regula. Il est similaire à Conftest, c'est une CLI, un utilitaire en ligne de commande qui va venir à nouveau ingérer nos manifestes Kubernetes, mais cette fois, il va nous apporter la surcouche de vraie compréhension de nos infras, et en l'occurrence, il va nous permettre d'apposer des exceptions sur nos différentes ressources. À cette étape, du coup, de notre implémentation d'OPA, on s'était uniquement intéressé à la partie Kubernetes. On avait aussi un gros périmètre sur GCP et en particulier sur Terraform. Et donc ça tombait bien, l'outil était compatible avec les contrôles sur les ressources Terraform. Et donc c'est pour ça qu'on a continué à investir du temps sur ce dernier. En l'état, tous les contrôles qu'on allait mettre en place, ils allaient pouvoir nous garantir que le code source qui arrivait sous Git était conforme. Mais par contre, demain, si un utilisateur avait, lui, les accès à nos plateformes, que ce soit sur Kubernetes ou sur GCP, il allait réellement pouvoir soumettre une ressource qui, elle, n'était pas conforme. Donc, un projet qu'on garde en tête, c'est le projet Gatekeeper, qui nous permettrait sur la partie Kubernetes de pouvoir vraiment admettre ou non les ressources en fonction de leur conformité. Donc Gatekeeper, c'est un admission controller Kubernetes. Et donc, dès qu'une ressource est soumise à l'API de Kubernetes, c'est lui qui va entrer en jeu pour déterminer si elle est admissible ou non. Donc là, Gatekeeper, on le garde à l'esprit. Déjà, c'est un ticket d'entrée, c'est-à-dire un gros rework de l'ensemble des règles qu'on a développées avec Regula, parce qu'on n'a pas de compatibilité entre ces outils. Et donc, cet effort ici de conversion et de maintenance après de notre parc de règles, ça nous amène à aussi se poser des questions sur l'identification d'un outil qui répondrait à tous nos besoins. Une piste sur la partie GCP, c'est la suite d'outils Forseti Security. Ce que propose sur le papier cet outil, c'est qu'on développe une règle en une fois, donc c'est-à-dire ici par exemple contrôler une ressource GCP. Et sur le papier, cette règle, on peut l'appliquer que ce soit en phase d'analyse statique, donc avec un outil qui s'appelle Terraform Validator, et aussi en phase, on va dire, d'audit a posteriori vis-à-vis du projet Config Validator. Donc ce dernier point sur les compatibilités entre outils, c'est sur ça qu'on veut conclure le sujet OPA. Et ce que va nous montrer du coup ce tableau, c'est qu'une règle que je vais développer avec un outil lorsque je vais parcourir mes lignes, en l'état, elle ne sera pas tout le temps compatible avec un autre outil lorsque cette fois je vais parcourir mes colonnes. Donc les réelles compatibilités qu'on peut identifier ici, c'est entre Conftest et Regula.
une règle que je développe avec Regula peut être exécutée avec conftest, mais pas l'inverse. Et entre conftest et gatekeeper, on va pouvoir retomber sur nos pattes au travers d'un outil de conversion qui me retranscrirait une règle conftest en une contrainte gatekeeper. Donc pour conclure ce Rex, je vais laisser la main à David. Merci. Du coup, en guise de conclusion, trois remarques. Une plateforme Kubernetes, c'est vraiment quelque chose qui doit se gérer comme un produit en mode amélioration continue. C'est pas juste un projet qui aura une date de début, une date de fin. On pourra dissoudre l'équipe qui a fait le build et puis partir et puis espérer que ça tienne la route tout seul. Kubernetes, c'est pas juste un produit, c'est tout un écosystème. On met le doigt dans l'engrenage et on se dit ouais, c'est bon, j'ai installé Kubernetes, j'ai fini. Maintenant, tu commences. Je vous invite à aller voir le site CNCF qui présente tout un landscape, tout un paysage d'outillage qui peut être pertinent d'introduire lorsqu'on a mis une plateforme Kubernetes pour tout ce qui est logging, monitoring, alerting. C'est un périple au long cours, notamment parce que c'est un produit en évolution perpétuelle. Par exemple, là, pour faire une projection sur les sujets à venir, on a mis en place des éléments de sécurisation avec un concept fourni nativement par Kubernetes qui s'appelle les Pod Security Policy. On a appuyé pas mal de choses dessus et puis ça y est, elles sont dépréciées, mais on ne connaît pas encore le remplaçant. Ah si, il faut attendre la version 1.24 de Kube et puis ça y est, elle arrive. Donc il va falloir qu'on s'attelle à migrer notre sécurisation sous forme de Pod Security Policy, soit avec le remplaçant proposé par défaut, soit avec de l'Open Policy Adjoint et du Gatekeeper. Donc quelque chose qui était stable il y a 6 mois, 9 mois, qui était tout nickel, on apprend que c'est déprécié, qu'il faut changer. Donc ça nous force à toujours être en maintenance sur la plateforme. D'autres sujets à venir concernant l'équipe Kubris, c'est le déploiement de Vault pour gérer les mots de passe, les secrets des applications et son intégration du coup avec Kubernetes. D'autres points aussi, c'est on a câblé sur une seule région, on est en Belgique, et il y a des sujets de mettre en place du multi-région pour faire face à un sinistre majeur en Belgique qui ferait que les 3 zones de GCP tomberaient en même temps, et donc on a ça en tête. Et après, on a des sujets liés par exemple au service mesh avec Istio, qui, on a eu l'annonce hier, intègre enfin la CNCF Istio. Donc on se retrouve maintenant avec au moins 4 outils de service mesh supportés par la CNCF. Il va falloir faire le bon choix, mais ça fait partie des choses qu'on peut améliorer pour, notamment avec un service mesh, on pourrait amener du chiffrement entre les microservices pour élever encore le niveau de sécurisation. Et jusqu'à temps qu'il y ait la nouvelle feature, le nouveau truc qui fasse qu'on doive encore mettre à jour notre plateforme. Voilà. Ah non, il n'y a pas de slide de fin d'ailleurs, tiens, on peut rester là alors. Si vous avez des questions, et puis je peux inviter le reste de l'équipe à venir me rejoindre. Et je crois qu'on a des questions aussi sur le chat du live. Je ne sais pas s'il y a des... Il y avait des questions? Du coup, il y avait... Ça marche? Ouais. Il y avait 2 questions sur le chat. La première... Tu ne parles pas dans le micro. C'est compliqué de... Alors, c'est un travail d'équipe, monter une plateforme. Porte esclave. Sur les mâches Kubernetes et les objets qui disparaissent, V1 Beta 1 de cronjob en 1.25 par exemple, comment gérez-vous la problématique de mâche des objets dans les projets des équipes? Donc la réponse qu'on avait là-dessus, c'est qu'en fait, toute l'équipe, l'équipe, nous, on a accès à tous les projets GitOps des autres équipes finalement. Avec plus ou moins de succès. Mais normalement, on a accès à tout. Et du coup, on applique des scripts. Alors, on utilise YQ notamment pour ça. Et donc, on vient modifier. La dernière qu'on a eue en date, c'était les ingresses qui ont changé en 1.22 et qui nous ont posé problème. Donc ça, c'est assez facile à faire. Les scripts permettent de migrer assez facilement. Les changements de descripteurs ne sont pas non plus transcendants. Le seul problème qu'on a, c'est plutôt qu'on a fait la migration et puis 2 semaines après, il y a quelqu'un qui est en recommit 1, mais avec le mauvais format. Voilà.
Donc notre problématique, c'est plus une communication vers les équipes pour leur apprendre que voilà, il y a un nouveau format qui est sorti et qu'il faut arrêter d'utiliser l'ancien, mettre à jour les docs, etc. Mais la migration en soi n'est pas compliquée. Ouais, alors du coup, nous, on bypass les vérifications. Ouais, nous, mais sur les projets, en fait, sur les projets, on n'intervient pas sur les merge requests qu'ils font à l'intérieur de leur projet à eux. Donc effectivement, s'ils se valident entre eux le fait de faire une régression dans la conf et d'introduire un ingress d'une version dépréciée, bah, c'est entre eux qui se le sont validés au sein de l'équipe projet. Nous, on valide pas tous les descripteurs de déploiement Kubernetes de tous les projets applicatifs, quoi. Et quand on fait une modif de ce genre-là, genre une migration, on se la valide entre nous. Donc le projet n'est pas forcément au courant, on essaye de les notifier, etc. Mais comme ça intervient dans le cadre de migration technique, etc., on n'attend pas forcément que tout le monde soit corrélé. Sinon, sur 70 applications, c'est compliqué, quoi. On est obligé un peu de trancher dans le process pour que ça passe, quoi. La deuxième question, c'était sur, du coup, comment ça s'appelle, Automator. Pourquoi ne pas avoir gardé l'objet cronjob en suspend comme support de template de job? D'un côté, on va détourner un objet natif qui porte des infos en trop, pas top, mais d'un autre côté, on doit créer et maintenir un CRD. Et du coup, c'est facile de faire un CRD de ce type. Alors, à la base, on avait utilisé un job. La problématique, c'est que, en effet, Kubernetes rajoute pas mal de champs dessus, le statut, toutes les valeurs par défaut des champs, etc. Ce qui fait que quand on utilise un objet existant comme template, il y a beaucoup de nettoyage à faire et c'est plus compliqué qu'autre chose. Le fait d'utiliser un cron job, ça aurait pu marcher, mais de la même façon, en fait, Kubernetes va rajouter les valeurs par défaut aux champs, tous les champs. Nous, on a un avantage en faisant un CRD, c'est que du coup, on écrase certaines valeurs. Derrière, on génère un job, mais il y a tout un ensemble de valeurs qu'on va écraser. Typiquement, nos jobs, comme ils sont gérés par Automator, on ne veut pas qu'ils se relancent automatiquement. S'il y a une relance à faire, c'est Automator qui gère. Donc, tout ce qui est les retry policy, etc., on les écrase pour être garanti que c'est du one-shot. Et ça, on n'aurait pas eu avec... on aurait pu le faire avec un cron job, mais dans tous les cas, on aurait dû avoir une mécanique spécifique qui le fait. Et pour la réponse de est-ce que c'est facile de faire un CRD, en fait, écrire un CRD, c'est écrire un YAML avec une déclaration du format en Open Policy, en Open API, pardon. Un peu spécifique parce qu'il n'y a pas de référence, mais c'est relativement facile à faire. Vous trouvez des outils qui vous aident à gérer. Celui-là est un peu complexe parce qu'un job Kubernetes, en fait, il y a beaucoup de choses dedans, mais on a copié-collé celui d'un cron job et puis c'est passé. Donc oui, c'est facile à faire. Et il n'y a pas, en termes de test et tout ça, en plus, c'est assez intéressant parce qu'un CRD, c'est pas comme un opérateur. Vous pouvez le tester depuis votre poste. Le CRD, une fois qu'il est déclaré au niveau de l'API, on fait un kubectl apply de l'objet et il est présent, le kube le sauve, etc. Il y a pas de, vous pouvez très bien, a posteriori, lancer un process sur votre poste qui va vérifier si le CRD existe, si un objet existe, et puis le traiter. Donc, pour tester tout ça, c'est très facile et ça se développe vraiment simplement, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir, il y a besoin d'avoir un cluster cube, mais on pourrait limite tester en prod son code. Ça pose pas de problème. Si, au départ, si. Après, non, mais au départ, oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ouais. Ça, c'est David qui va répondre. Alors, la question concerne l'utilisation d'HashiCorp Vault versus le Secret Manager de Google. On voulait vraiment un produit qui couvre tous les use cases d'Iris à terme. Le premier périmètre, c'est lié à Kubernetes, mais en cible, on veut aller beaucoup plus loin. Donc effectivement, il a été fait le choix d'utiliser un outil qui ne soit pas directement un produit proposé par le cloud provider, mais un outil tiers qu'on pouvait gérer de manière transverse sur tout le SI. Et au final, c'est plus un choix porté par la SSI. Nous, il arrive dans notre périmètre, on va l'implémenter, mais on n'est pas forcément non plus... on n'a pas été forcément acteur sur le choix du produit. On va l'implémenter. L'intégration au cube, elle est assez poussée. Elle est assez intéressante. Donc voilà pourquoi Alors, une question sur l'organisation. Alors, comment l'équipe a évolué? Déjà, l'équipe, elle a été construite en prenant des personnes qui venaient de différentes équipes
pour construire une équipe produit. Et chez Iris, c'était un peu nouveau de créer un projet comme ça. Et on a eu aussi des contributeurs qui sont venus de manière ponctuelle au sein de l'équipe, amener leur expertise à eux, compléter un peu les choses et après repartir dans leur équipe d'origine pour transmettre et faire une passation sur ce nouvel ensemble de technologies que l'on amène. Et je ne sais pas si Ludovic, tu veux rajouter d'autres éléments sur la partie équipe et évolution de l'équipe. Les profils, donc il y avait différents types de profils de tuteurs, donc des personnes du développement, des ops plutôt des archis, des ops plutôt gestion d'intégration, et puis des personnes pour mettre un peu de lien dans tout ça, donc architecte extérieur, et puis un Scrum Master. Et puis il y avait moi j'étais chef de projet au départ, après je suis devenu Agile Master. Donc l'équipe au départ on était 7-8. Et puis, il y a eu du turnover pas mal. C'était vraiment une équipe projet, effectivement, comme disait David, avec des gens qui n'étaient pas forcément à 100% sur l'équipe. Et c'était ça la grosse difficulté au départ, des gens qui étaient à la fois sur le projet, mais à la fois dans leur équipe d'origine, à gérer d'autres projets ou d'autres fonctions. Et au bout d'un an à peu près, on est devenu ce qu'on appelle une factory chez nous. Et les gens sont devenus dédiés à 100% sur l'équipe. C'est ça qui a changé grandement. Et depuis peu, on est devenu une vraie équipe. Donc, on n'est plus une factory. Donc, quand on était une factory, chacun était quand même encore attaché à son équipe d'origine. Donc, on avait tous des managers différents. Donc, maintenant, on est devenu une vraie équipe. Ça, c'est le dernier changement. Et donc, l'équipe a continué d'avoir du turnover, des nouveaux qui arrivent. Donc, on en a qui arrivent encore la semaine prochaine. Il va falloir les intégrer. Et donc, on prévoit des choses pour les intégrer. Donc, on a beaucoup de documentation déjà sur un outil qui s'appelle Confluence. Donc, on documente beaucoup de choses. Et puis après, on met en place beaucoup de binomas aussi pour monter en compétence sur les différents périmètres. Et puis voilà, de l'entraide. Et puis chacun garde un petit peu ses spécificités d'origine, mais on essaye de quand même d'avoir une multi-compétence, notamment pour la partie maintenance et astreinte. C'est ça qui est important. Et puis, comme c'est tout Ascode, quasiment tout ce qu'on fait, enfin d'ailleurs tout ce qu'on fait, en fait il y a le même mécanisme qu'en dev de partage de connaissances via les reviews et compagnie. Ça permet assez facilement de monter en compétences. Puis on met tout le monde à Git, même ceux qui ne savaient pas et qui n'aiment pas. Vous aviez une question sur Prometheus tout à l'heure? Peut-être que je peux répondre. C'était quoi la question? Ah oui, pourquoi j'ai pas parlé de Grafana? D'accord, ouais. Donc, en fait, j'ai parlé de Prometheus parce que c'est un outil qui est géré par notre équipe en interne, alors que le Grafana qu'on utilise, c'est pour visualiser donc les données qui sont dans le Prometheus. Et ce Grafana est hébergé par une autre équipe. Donc, c'est une autre équipe qui en a la gestion. Et donc, pour ça qu'on le monitore pas, en fait, c'est pas nous qui nous en occupons. Et donc, c'est pour ça que dans les slides, on n'avait pas de Grafana. Mais oui, on a bien un Grafana qu'on utilise pour visualiser les données à partir de Prometheus. En fait, si c'est pas nous qui le monitorons, c'est que en fait, c'est pas, enfin, il n'y a pas que Prometheus dans ce Grafana. Il y a d'autres sources de données avec Nagios, etc., qui envoient des données dessus dans un influx DB. Et donc, en fait, le Grafana sert vraiment de visualisation pour tout le monitoring, que ce soit nouvelle génération Kubernetes ou ancienne avec Nagios. Du coup, alors, avant de passer à la main, la question c'est quel choix entre GKE et on-prem, grosso modo? Si vous avez du temps, le on-prem fonctionne, mais il faut avoir du temps. Si vous voulez aller plus sur le manager et vous occuper sur ce que vous allez mettre dans votre cluster, effectivement, le manager va vous faire gagner du temps.
il y a le nouveau mode de Kubernetes Manager proposé et mis en avant par Google, Autopilot, qui va vous faire gagner encore plus de temps parce que vous aurez moins la main. Il va vous abstraire certaines choses. Il va faire des choix pour vous. Il vous évitera de faire des erreurs, peut-être. Donc, effectivement, la maintenance on-prem, elle est complexe. Nous, on a eu, par exemple, sur une montée de version Kubernetes, c'était écrit dans la Doc Rancher, on a une incompatibilité avec le firewall d'RHEL, on vous conseille de désactiver le firewall. Bah non. Donc, on a cherché la bonne conf, et on y a passé un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, les montées de version automatiques sur GKE, lui, il continuait à monter, alors que nous, on ne pouvait pas passer en 1.19 parce qu'il fallait désactiver le firewall et c'était juste pas possible. Donc, après, il peut y avoir évidemment des impacts, des sujets de mettre ces données sur le cloud public. Ça peut dépendre des contraintes, d'exigences légales de chaque client. Donc, du cube on-prem, ça se fait. Il y a des outils qui facilitent. Rancher en fait partie. C'est pas le seul, mais ça reste quand même un sujet assez complexe et assez chronophage. Mais le cloud public, ou le GKE, il nous a aussi posé quelques soucis, des nouvelles confs qui marchaient pas comme on voulait. Enfin, c'est pas tout noir, tout blanc non plus, quoi. Il y a des De façon générale, Kubernetes n'est pas une solution spécifiquement. Ça permet de répondre à certains besoins, mais il ne faut pas le voir comme étant la solution DevOps ou quoi. Enfin, ça amène plein de problèmes avec. C'est clairement pas un truc qui est simple. C'est une grosse machine. Et du coup, ça demande des compétences, de monter en compétences, de comprendre pas mal de choses. Et du coup, que ce soit on-prem ou GCP, si c'est pour déployer un blog statique, ça ne vaut pas le coup. Voilà. L'avantage de le faire en on-prem, c'est justement parce que c'est difficile, on est obligé d'essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche, et c'est le principe de l'enfant qui se casse la figure et qui après commence à apprendre à marcher. Donc si on le fait en on-prem, on va plus voir les choses, on va mieux comprendre après, dans le futur, comment ça marche. C'est vrai que sur le moment, ça fait mal, hein, je suis désolé. Et puis ça va peut-être potentiellement coûter un petit peu moins cher que si on va sur du GKE où tu mets la carte bleue, vas-y, on met du nom. Voilà. On voit pas les coûts. Voilà. Ça discute. Juste pour compléter, du coup, mais il y a quand même une stratégie chez Iris, c'est du cloud first. Donc, la stratégie, c'est quand même d'aller plutôt sur GCP. Mais après, il faut voir par rapport aux applications. Il peut y avoir des applications. Ce qui peut être compliqué, c'est les flux avec les flux qu'il peut y avoir avec en DC et on-prem. Donc, s'il n'y a que des flux, beaucoup de flux on-prem, ça peut être compliqué, soit les ouvertures de flux, soit les coûts réseau GCP vers DC. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des applications sur lesquelles il y a la décision de rester on-prem. C'est pour ça qu'on a les deux. Alors, ce sera la dernière question en séance et après, ça se fera autour de l'apéro. Mais OK, pour la dernière. Alors, le choix du cloud provider. Alors, chez les retailers, parce que du coup, ça vend des choses. Chez les retailers, AWS est boycotté d'entrée parce qu'ils ont l'impression de payer leurs concurrents. Et après, le choix d'Iris s'est fait sur le fait que, notamment, ils étaient déjà sur la suite Workplace à l'époque, qui s'appelait G Suite, Google Suite Workplace. pour la partie messagerie. Donc, on avait déjà un petit pied dans Google. Et après, les services quand même managés GKE étaient quand même intéressants. Et tout ce qui est Big Data aussi, on n'a pas parlé. Il y a des équipes qui travaillent sur le Big Data et qui exploitent pas mal de fonctionnalités côté Google Cloud. Mais ça aurait pu être Azure. D'ailleurs, on a quelques VM qui traînent sur Azure, mais ça aurait pu être Azure également. Mais on n'a pas le droit d'aller chez Amazon. Merci.